Je sais que plein de gens pensent que X-Men le commencement et X-Men Days of Future Past sont parmi les sommets de la saga au cinéma. Je comprends, je suis un peu d'accord, mais j'ai surtout envie de rappeler qu'avant ça, il y a eu X-Men 2, et que c'est sûrement lui le meilleur à tel point que la saga ne s'en est probablement jamais remise, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut, moi c'est Geoffrey et je suis assez vieux pour avoir un premier et lointain souvenir de X-Men dans le vidéoclub de mon coin. En l'occurrence, mon coin c'était Mayenne en Mayenne et c'est là que j'ai vu pour la première fois la mystérieuse affiche de ce mystérieux film X-Men. Et à l'époque, tout ça était tellement mystérieux que sur le poster, on voyait des silhouettes tapies dans l'ombre devant la ville de New York avec une phrase énigmatique « Faites confiance à certains et craignez les autres ». Ça pourrait servir de slogan pour écran large vu les goûts douteux de certaines personnes dans l'équipe, mais c'était le premier X-Men. Et à l'époque, ça m'avait évidemment retourné la tête. Cette métaphore politique et sociale portée par les fantastiques Patrick Stewart et Ian McKellen, les pouvoirs de Mystique, Tornade, Cyclope et Jean Grey, le sénateur Kelly qui se liquéfie, les grosses griffes de Wolverine et les beaux pectoraux de Hugh Jackman, tout ça, c'était quelque chose. Parce qu'il faut bien avoir en tête que ce film sorti en 2000 a été une petite révolution. Alors certes, c'était après tous les films Superman et Batman, c'était après le premier Blade et des films comme Darkman, Spawn et Steel, mais c'était avant les Spider-Man de Sam Raimi, c'était avant Batman Begins et The Dark Knight, c'était avant Iron Man et tous les Avengers. Bref, c'était avant la grande vague des super-héros dans laquelle on est encore aujourd'hui, et c'était une des premières grandes étincelles qui a permis à tout ça d'arriver par la suite. Donc quand X-Men 2 est sorti en 2003, le monde avait déjà bien commencé à changer. La même année, on avait Daredevil version Ben Affleck et Evanescence, et Hulk version Ang Lee. Et Blade, Trinity, Catwoman, The Punisher, Les Indestructibles et Spider-Man 2 se préparaient. Donc si le premier film X-Men était un précurseur, X-Men 2 était quasiment devenu un numéro parmi les autres, mais j'ai bien dit presque. Parce qu'en réalité, cette suite à nouveau réalisée par Bryan Singer s'est immédiatement imposée comme le stade supérieur de la mutation du genre super-héroïque, et ça l'est encore aujourd'hui pour moi. Le premier X-Men avançait sur la pointe des pieds et sentait la peur à pas mal de niveaux. En fait, le studio était tout simplement terrifié, et ils ont mis leur nez partout pour vérifier chaque phrase, chaque costume, chaque scène, parce qu'ils avaient peur que le public ne comprenne rien aux super-pouvoirs, aux doubles identités et à tout cet univers. Donc évidemment, pour limiter les risques, ils ont réduit au maximum le budget. 75 millions pour le premier X-Men. Alors c'est beaucoup, mais par exemple, Batman et Robin et le premier Spider-Man ont coûté le double au minimum. Quand le premier film X-Men a été un beau succès en salle en 2000 avec près de 300 millions au box-office mondial, tout le monde aurait dû être rassuré et le studio Fox aurait dû se calmer un peu. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça et X-Men 2 n'a pas forcément été plus simple. Il y a un super article du Media Observer publié en 2020 qui revient sur les coulisses des débuts de cette saga et c'est évidemment croustillant parce que ça permet de comprendre assez clairement à quel point X-Men 2 est né dans la douleur. Le producteur Ralph Winter y expliquait par exemple que la bataille était devenue politique sur cette suite. Tous les patrons du studio Fox voulaient récolter les lauriers de ce succès et mettre la main sur cette franchise comme si c'était leur bébé. C'était tellement la baston qu'ils ont réussi à mettre hors jeu Bill Mechanic, l'un des pontes de la Fox, qui avait pourtant bataillé pour que le premier X-Men se fasse quand les autres étaient moyen convaincus. Mais bon, Hollywood c'est le Far West, et le monsieur a été foutu à la porte, ça donne une petite idée de ce qui se trame réellement sur ces gros films. La productrice Lauren Schuller-Donner résumait simplement les choses. À mesure que la saga ramenait de plus en plus d'argent, le studio était de plus en plus impliqué pour protéger la marque, ce qui a donc réellement commencé avec X-Men 2. Et si vous avez vu X-Men Apocalypse et Dark Phoenix, ou même X-Men 3 juste avant ça, vous savez à quel point cette manière de gérer la saga a ses limites, pour le dire poliment. David Hayter, le scénariste de X-Men 1 qui a coécrit la suite, le confirmait aussi. Après le carton du premier film, il pensait que le studio allait leur lâcher la grappe, sauf que non. Parce que justement, ce succès avait transformé X-Men en grosse franchise, donc les enjeux étaient d'un coup encore plus énormes. Le bon côté, c'est que cette fois, ils ont rallongé le budget avec 50 millions supplémentaires pour arriver à un budget total de 125 millions. Là, ça devenait sérieux. Là, ils pouvaient concurrencer les plus gros blockbusters du genre. Et ça, c'est le premier point important sur X-Men 2, ils ont eu les moyens de leurs ambitions. Alors moi j'aime bien le premier X-Men, soyons clairs, mais c'est quand même assez évident qu'ils ne savaient pas trop comment gérer les pouvoirs des personnages, en partie à cause du budget et du scénario, et des doutes et difficultés sur la gestion des effets visuels à une époque où tout ça était encore assez nouveau. Y a qu'à voir la grande scène où les X-Men utilisent enfin leur capacité extraordinaire tous ensemble pour stopper les méchants sur Liberty Island. Cyclope est mis KO en 2 secondes, Jean Grey utilise une fois ses pouvoirs et ça dure là aussi 2 secondes, et surtout faut que Tornade se prenne un paquet de coups dans la tronche sans rien dire avant qu'elle réagisse enfin en cramant le crapaud. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'elle fout avec ses mains en avant là? X-Men était donc plutôt chiche en action et en effets visuels, mais avec quasiment 2 fois plus d'argent, X-Men 2 avait les moyens d'y remédier. Pour aider à se faire une idée, il y avait 520 plans à effets visuels dans le premier X-Men, et dans le deuxième, il y en a 820 et nettement plus complexes et ambitieux. Et certaines idées de scènes étaient là avant même que le scénario ne soit écrit, puisque sur ces films, l'action est souvent conçue en premier, et on écrit ou bricole, selon mon point de vue,
une histoire autour. Cette ambition se voit dès le début avec l'attaque de la Maison Blanche par Diablo, qui offre en 2 bonnes minutes autant de spectacle que l'intégralité du premier X-Men. Alors, est-ce que j'exagère un peu? Oui, probablement, mais vous avez compris l'idée. Et au-delà de son aspect spectaculaire ultra efficace, cette scène d'intro annonce aussi autre chose. L'histoire prend une ampleur encore plus énorme en allant directement taper à la porte du bureau ovale pour s'attaquer au président des États-Unis. Ce qui est quand même une super idée pour cet univers qui a évidemment un sous-texte politique ultra évident. Et pour rappel, le premier X-Men s'ouvrait sur un flashback dans un camp de concentration avant de montrer les X-Men au Congrès. On peut pas faire plus clair. Bref, X-Men a commencé depuis 5 minutes et on a déjà un aperçu des ambitions à la fois visuelles et narratives. C'est quasiment la note d'intention du film. Cette suite démarre sur les chapeaux de roue et ce n'est que le début. X-Men 2 est sorti en 2003 et en une vingtaine d'années, on a eu un paquet de films de super-héros et même de films X-Men. Il aurait logiquement pu prendre un gros coup de vieux comme nous, mais franchement, je trouve pas du tout, sauf peut-être dans quelques plans, comme avec les tornades et les avions. Et on peut pas en dire autant de beaucoup d'autres films du genre de cette époque, et non, je ne vais pas être méchant et je ne vais pas citer Hulk, qui a des qualités, mais les effets visuels n'en font pas partie, sauf peut-être dans cette scène que tout le monde déteste mais que moi j'adore, le moment où Hulk affronte l'armée écran large, qui est là pour vous rappeler que le meilleur moyen de nous aider, de nous soutenir et de nous permettre de survivre dans un climat médiatique apocalyptique, c'est de vous abonner. Et je vous assure que chaque abonnement, nouveau ou renouvelé, compte beaucoup et qu'à chaque fois ça nous donne un petit boost pour continuer à nous battre, parce que oui, c'est une bataille d'être un média indépendant comme nous, et pour se battre, il faut des alliés. Pour quelques euros par mois, vous avez accès à des articles exclusifs chaque semaine et des podcasts spéciaux où toute l'équipe est réunie. D'ailleurs, le prochain arrive très bientôt. Pour les détails, c'est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Il y a qu'à repenser à toutes les bonnes scènes d'action de X-Men 2. L'attaque du manoir par les équipes de Stryker avec plusieurs mutants qui utilisent leur pouvoir, Wolverine qui étripe pas mal de gardes, et finalement cette très belle idée du mur de glace de Bobby. Pyro, ou Pyro, avec un bon accent français, qui fait cramer quelques voitures de flics avant d'être arrêté par Malicia, Tornade qui justifie enfin son nom avec une grosse tempête de tornades dans le ciel, et bien sûr tout ce qui implique Mystique, que ce soit ses transformations ou cette fluidité irréelle des mouvements du personnage qui glisse comme une anguille pour rendre les chorégraphies des bastons bien plus intéressantes. L'une des scènes que je préfère, c'est probablement l'affrontement entre Wolverine et Lady Deathstrike, avec un effet miroir jubilatoire entre eux. C'est un combat particulièrement délicieux avec des mouvements de caméra sensationnels, notamment avec ses plans. Et j'ai envie de m'arrêter sur la fin de ce plan précisément. Si vous avez l'impression que la caméra a été lancée sur un câble pour descendre à toute vitesse vers les acteurs et qu'à la fin elle rebondit, un peu comme vous à la fin de la tyrolienne quand vous faites de l'acrobranche, eh bien sachez que c'est à peu près exactement ce qui s'est passé. Bryan Singer et le directeur de la photo Newton Thomas Sigel ont expliqué dans le commentaire audio qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et qu'ils aimaient cet effet assez inhabituel. Autre petit truc amusant que j'ai découvert en lisant une interview de Mike Fink, le superviseur VFX sur le film, qui permet de revoir cette scène en étant encore plus impressionné, quasiment toutes les griffes qu'on voit dans ce combat sont en CGI parce que c'était trop dangereux d'avoir de vrais accessoires sur le tournage pour les cascades. Donc ouais, il y a quand même un paquet d'images marquantes dans X-Men 2 et j'ai même pas parlé de ce bon vieux Magneto. L'évasion de la prison Plastoc avec la stratégie diabolique de Mystique qui amène à la mort mémorable du garde, le moment où il empêche le crash du X-Jet, ou même cette scène géniale, toute simple, où il se débarrasse des gardes en dégoupillant toutes leurs grenades. Là pour moi c'est vraiment une super belle utilisation logique, ludique des pouvoirs d'un mutant. Tout ça est d'autant plus impressionnant que ce film, comme tous les épisodes de la saga X-Men, est le fruit de beaucoup de changements et de rétropédalage. Une version du scénario faisait par exemple intervenir les Sentinelles, ces fameux ennemis terrifiants des X-Men qu'on apercevra dans l'intro de X-Men 3, et qui seront surtout au centre de Days of Future Past. Angel, le fauve et dents de sabre, devait être de la partie. Colossus a longtemps failli être coupé, principalement parce que le studio avait des doutes sur le rendu des effets visuels. Bon, au final, il est là, mais il sert à rien, et si vous clignez des yeux, vous le ratez. Bryan Singer voulait carrément commencer à adapter l'arc du Phénix Noir qui sera finalement réduit à un petit teasing à la fin avec la mort de Jean Grey. Plein de scénaristes se sont succédés pour construire l'histoire, et quand Halle Berry a remporté son Oscar pour À l'ombre de la haine en mars 2002, ils ont voulu donner plus de place à Tornade, donc le scénario a été un peu réécrit, alors que le tournage commençait 3 mois après. John Ottman, co-monteur et compositeur de X-Men 2, a de son côté écrit dans son journal de bord disponible sur son site que dans le scénario original, Jean Grey ne subissait pas le même sort. Tout ça a été décidé pendant le tournage, provoquant donc bien évidemment des retards pour réajuster les choses. En gros, il continuait à écrire et réécrire le scénario pendant le tournage, chose malheureusement très courante à Hollywood. Et on pourrait aussi ajouter un petit truc amusant, Gambit devait apparaître dans le film. James Bamford, qui était la doublure cascade de Hugh Jackman sur X-Men 2, a raconté que Bryan Singer a décidé pendant le tournage de le caster en Gambit pour un petit clin d'œil. La scène a été tournée mais n'a pas été gardée au montage. Pour comprendre l'affolant bordel dans lequel de tels films sont faits, il y a une anecdote assez parlante avec X-Men 2, la fameuse salle des dangers, où les X-Men s'entraînent devait apparaître dans le film, mais ça a été coupé. Rien de spécial, vous allez me dire, ça arrive sur tous les blockbusters de couper de gros décors pour faire des économies, sauf que là,
le décor en question existait déjà, du moins en partie. Ils étaient déjà à la moitié de la construction de la salle des dangers quand ça a été coupé. Alors voilà, ça donne quand même une petite idée de la manière dont ces films sont gérés. Et encore, j'ai pas parlé des nombreux récits sur les conditions de tournage franchement effarantes d'un point de vue humain. On sait par exemple que les relations entre le réalisateur Bryan Singer, le studio et le producteur Tom DeSanto se sont tendues, au point où le tournage a été mis en pause plusieurs fois face à des incidents. Et quand je dis incidents, je mets des guillemets, parce que je pense notamment à cet article du Hollywood Reporter qui rapporte que Bryan Singer et une partie de l'équipe n'étaient pas toujours très sobres, si bien qu'un jour une cascade a été lancée sans les conditions de sécurité normales et Hugh Jackman a été blessé. Une partie du casting du film aurait donc été voir Bryan Singer dans sa loge pour le remettre sur le droit chemin et le menacer de se barrer si les choses ne changeaient pas, et c'est là qu'on arrive à la fameuse phrase que Halle Berry aurait prononcée: You can kiss my black ass, je vous laisse traduire, et pour info c'est Alan Cumming, l'acteur qui interprète Diablo, qui l'a raconté. Évidemment personne n'a jamais vraiment voulu confirmer ça en détail, mais à peu près tout le monde a poliment dit que le tournage avait été légèrement bordélique. La productrice Lauren Schuler Donner a clairement dit que Bryan Singer gérait ses films en hurlant sur tout le monde, en se barrant du plateau ou en mettant carrément le tournage en pause. Et que le studio, y compris elle, avait toléré ses comportements, parce qu'il le trouvait talentueux. Aucune surprise donc de savoir que Alan Cumming, l'acteur qui interprète Diablo donc, a dit des années après que l'expérience X-Men 2 avait été assez terrible, même s'il apprécie le film. Si je raconte tout ça, c'est pas uniquement pour qu'on se demande comment Hollywood peut sérieusement tourner sans s'écrouler avec de telles méthodes. C'est aussi pour mieux apprécier le résultat, même si c'est bizarre de le présenter de cette manière. X-Men 2 est un film très solide malgré tout ce bordel, malheureusement assez courant dans l'industrie, et franchement scandaleux à pas mal de niveaux. Et c'est tout ça qui va mener la saga à sa perte, puisque dès X-Men 3, cet énorme bordel en coulisses deviendra assez évident à l'écran. Bon après, c'est peut-être à cause de tout ce bordel en coulisses qu'il y a des trucs que je trouve complètement illogiques dans X-Men 2 pour ne pas dire débiles. Par exemple, pourquoi Tornade n'utilise pas ses immenses pouvoirs pour gérer jusqu'au bout les missiles et leur X-Jet qui va se crasher. On est censé comprendre qu'elle n'a plus d'énergie ou qu'elle panique, je ne sais pas trop. Et la vague d'eau qui va arriver à la fin du film, elle aurait pu la geler, créer une tornade pour les protéger. Et Iceberg aurait pu l'aider peut-être, non? Mais oui, ok. Fallait créer un grand moment de sacrifice pour Jean Grey, qui est la seule à voir ce danger, qui avait sûrement une pulsion de mort au fond d'elle-même. Donc elle empêche tous les autres de l'aider, y compris Charles et Diablo, qui auraient clairement pu l'aider en allant la récupérer pour l'embarquer après le décollage. Et Jean Grey maîtrise suffisamment ses pouvoirs pour faire ça, mais pas pour se sauver elle-même au milieu de l'eau apparemment. Bon ok, on va dire que c'est pas grave et qu'il faut pas trop se poser de questions, même si les personnages eux-mêmes à la fin du film se posent plein de questions, et Charles leur dit d'arrêter. Autre chose très différente sur ce X-Men 2 par rapport au premier, c'est la gestion des personnages et de la ligne tracée entre les gentils et les méchants, pour le dire bêtement. Dans le premier film, ces mutants étaient des adversaires. D'un côté, on avait Charles Xavier et les X-Men, qui se battent pour pouvoir vivre parmi les humains, pour les convaincre que c'est possible de coexister en paix et qu'ils ne sont pas l'ennemi. Et de l'autre, on a Eric alias Magneto, qui pense que les vrais ennemis sont précisément les humains, qui n'hésiteront pas à les traquer et les tuer parce qu'ils ont peur et que la peur mène l'humanité au pire. Il s'agirait donc d'être réaliste et pas idéaliste. Dans X-Men 2, ils affrontent un ennemi commun avec William Stryker, un militaire qui déteste tous les mutants sans distinction et veut les anéantir, en utilisant son propre fils qui est un mutant, justement, qui lui permet de contrôler d'autres mutants. Donc tous les personnages doivent unir leurs forces pour en venir à bout. Du moins dans un premier temps, puisque non seulement la cohabitation est compliquée, mais en plus, Magneto et Mystique n'en oublient pas leurs objectifs premiers. Et ça fait une grosse différence dans le scénario. Ça permet d'entremêler les dynamiques entre les personnages avec de multiples motivations et tensions, et on le voit notamment quand Wolverine se retrouve face à Magneto qu'il avait sacrément malmené dans le précédent film, et Mystique, adversaire coriace elle aussi, qui est particulièrement perverse puisqu'elle prend l'apparence de Jean et Malicia dans une scène parfaitement tordue. De son côté, Tornade gagne un peu en épaisseur au contact de Diablo, et c'est également super intéressant du côté des jeunes mutants avec Pyro qui s'éloigne du groupe, attiré par le côté obscur de la force. Et si on ajoute la manipulation orchestrée par Stryker avec la pauvre Lady Deathstrike réécrite ici en mutante réduite en larbin et Cyclope qui affronte Jean, c'est encore plus intéressant. Quand on compare au premier X-Men, il n'y a pas photo d'un point de vue dramaturgique. X-Men 2 est beaucoup plus riche. Les trajectoires des personnages se croisent, se rejoignent, entrent en collision, se séparent. Il y a des conflits ouverts entre eux quand ils s'affrontent, mais aussi des conflits internes où ils sont en lutte avec eux-mêmes. Et tout ça, ça fait une vraie bonne histoire. D'autant que j'ai pas parlé de Jean Grey qui a ses propres problèmes présentés dès le début du film et qui explose à la fin. Même si on reste dans le cadre très strict du blockbuster avec un temps de parole très réduit pour chaque personnage, on sent vraiment qu'ils ont tout fait pour que ces mutants aient du sens dans l'histoire, ou plutôt pour que cette histoire ait du sens pour chacun de ces mutants. Il y a d'ailleurs dans ce film 2 de mes scènes préférées de toute la saga et elles reposent sur de simples dialogues et pas des cascades. La première, c'est quand Bobby se réfugie dans sa famille avec Wolverine, Malicia et Pyro. Ils sont assis dans le salon, la gêne est palpable et la mère de Bobby essaye de briser la glace. Elle lui demande depuis quand il sait qu'il est un mutant, sauf qu'elle n'arrive pas à prononcer ce mot tellement ça lui fait peur et que ça la met mal à l'aise.
Elle se demande si c'est à cause d'elle et elle finit par lui demander « Est-ce que tu as essayé de ne pas être un mutant ?» Bon, je pense que c'est assez clair, particulièrement pour les personnes homo qui sont toutes obligées de passer par là, c'est une scène de coming out symbolique. Et le rejet du frère qui le dénonce à la police rajoute une couche terrible. C'est tellement clair que c'en est presque comique et c'est absolument logique dans l'univers X-Men, où ces métaphores sont omniprésentes. Souvenez-vous, le premier film commençait avec Malicia dont les pouvoirs se réveillaient en pleine adolescence, en même temps que les hormones. Autre scène brillante qui résume parfaitement et très simplement X-Men pour moi, c'est cet échange pourtant très court entre Mystique et Diablo dans la forêt. Ça commence avec un gag très efficace. Diablo lui demande si elle est réellement capable d'imiter n'importe qui et Mystique répond en prenant instantanément sa voix pour le lui prouver. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que non. Diablo lui demande pourquoi elle n'utilise pas ce don incroyable pour se fondre dans la masse en étant simplement déguisée en humaine en continu pour ressembler à tout le monde, c'est-à-dire tous les gens considérés comme normaux. Réponse de Mystique: parce qu'on ne devrait pas être obligé de faire ça. En VF, puisque oui évidemment j'ai vu ce film des dizaines de fois en VF, c'est encore mieux, elle dit parce qu'on devrait avoir le choix. Ça, c'est les deux scènes que je préfère, mais il y en a d'autres. Il y a aussi cette discussion toute simple entre Diablo et Tornade où elle lui dit que la colère est parfois la seule chose qui permet de survivre, ou ce moment dans le X-Jet où Pyro dit à Magneto que les autres parlent de lui comme du méchant, et les répond avec un petit sourire « Ah, c'est ça qu'ils disent ». Je sais que ce sont de petits éléments, des gouttes d'eau dans l'océan d'une telle superproduction, mais ça joue dans mon appréciation de X-Men 2, parce qu'il suffit d'une petite réplique ou deux pour ouvrir de petites portes et nous inviter dans la tête des personnages pour qu'on se mette à leur place et qu'on essaye de comprendre leur motivation. Et c'est grâce à ça qu'on a des personnages dignes de ce nom. Comparez à Dent de Sabre et le Crapaud du premier X-Men qui sont simplement et uniquement de méchants sbires, et vous verrez la différence. Là, même Lady Deathstrike, qui est la sbire de Stryker, a un petit quelque chose de plus tragique et humain, puisqu'elle est manipulée, ce qu'on nous montre bien dans une scène où elle est en train de regagner ses esprits petit à petit. Donc quand Wolverine la tue, il tue finalement une mutante qui est elle aussi une victime de leur ennemi commun, et d'ailleurs je trouve que sa mort avec ce plan sur elle qui semble presque retrouver ses esprits dans les derniers instants de vie est assez beau car assez tragique. Tout ça participe à brouiller les lignes entre les gentils et les méchants, les amis et les ennemis, et c'est justement le sujet central des X-Men. L'équipe de Charles Xavier représente-t-elle vraiment le camp du bien et de la raison, ou de la naïveté et du déni? Magneto est-il un grand méchant terroriste fou allié, ou un pragmatique qui regarde la réalité en face? Les humains sont-ils les ennemis? Qui suivre? Qui croire là-dedans? Quasiment tous les films X-Men vont tourner autour de ces questions, quitte à tourner en rond, mais X-Men 2 était le premier à vraiment y aller de manière satisfaisante. Donc là, si vous avez bonne mémoire, vous vous demandez pourquoi je disais au début de la vidéo que la saga ne s'était probablement jamais remise de X-Men 2, ce qui peut sembler un peu débile. Comment la réussite d'un film peut-elle être un souci? Mais justement parce que ce succès les a incités à laisser pourrir les problèmes qui étaient là dès le premier X-Men. Problèmes qui ont fini par faire imploser cette saga qui s'est étalée sur 20 ans et 7 films. Enfin 11 films si on intègre les spin-offs sur Wolverine et les Nouveaux Mutants, voire 14 films puisque certains acteurs de X-Men apparaissent pour la blague dans Deadpool 2 et Deadpool 3, donc on peut ajouter ces 3 films si vous insistez. Alors de quel problème je parle? Des méthodes de production, de Bryan Singer, de la gestion par les producteurs, bref tous ces trucs gênants et hallucinants que j'ai évoqués plus tôt. Et on pourra en faire une vidéo à part entière vu tout ce qu'il y a à raconter sur le sujet. Mais au-delà de tout ça, ce succès fulgurant des premiers X-Men les a incités à autre chose. Recopier la formule, décliner les mêmes idées et reproduire les mêmes scènes. Et c'est là que pour moi X-Men 2 a un peu signé le début de la fin, un peu comme si presque toutes les suites avaient plus ou moins essayé de faire pareil mais en plus gros, en plus cher et pas forcément mieux. Tiens par exemple dans X-Men 2, on se retrouve pour la première fois dans la saga au cinéma avec une réunion des groupes de mutants contraints de s'entraider pour affronter un ennemi commun, ce qui n'était pas le cas dans le premier X-Men. Cette idée vient directement des comics, c'est même la base de leurs histoires, en tout cas de celles qui sont devenues les plus célèbres, à partir des années 80. Là, Magneto n'était plus simplement le grand méchant mégalo, c'était quelqu'un ayant des motivations malheureusement compréhensibles. Cette idée est passionnante, donc normal que les films X-Men l'aient utilisée. On peut même dire qu'avec ce vrai faux affrontement très ambitieux, X-Men 2 jouait déjà avec l'idée d'un événement qui dépasse les petites histoires de la semaine, avant que ça ne devienne une norme. En créant un ennemi qui réunit les mutants malgré leurs différences et caractères, X-Men 2 préparait peut-être finalement le terrain, quasiment 10 ans avant, un film comme Avengers, évidemment vous l'avez vu venir, qui fera de l'union des super-héros mal assortis son principal argument de vente. Alors je sais, c'est très classique dans les comics, mais là je parle des adaptations au cinéma destinées à un public néophyte. Et en 2003, quand X-Men 2 a fait ça, sur grand écran, avec son large groupe de personnages surpuissants, c'était assez inédit. On peut donc dire qu'il a tracé la route pour toutes ces grandes réunions de super-héros, anti-héros et compagnie, devenues depuis super basiques. En ça, X-Men 2 a pavé la voie à toute la saga qui a plusieurs fois essayé de reproduire cette intrigue d'ennemis communs
face aux mutants. C'était Stryker dans X-Men 2, c'est Jean Grey dans X-Men 3, Shaw dans X-Men le commencement, Trask dans Days of Future Past, Apocalypse dans le film Apocalypse, ou Jean Grey encore dans Dark Phoenix. Et au-delà de cette idée assez vaste, on retrouve pas mal d'autres points communs un peu évidents ou simplement amusants entre X-Men 2 et le reste de la saga. Bon alors X-Men 3, évidemment c'est facile, c'est la suite directe de l'histoire avec la résurrection de Jean Grey. Et on a aussi un nouveau gamin mutant au pouvoir incroyable, utilisé par le méchant pour prendre le dessus sur les autres mutants et éliminer la menace qu'il représente en faisant un prix de groupe, ce qui rappelle légèrement le plan de Stryker avec son fils Jason. Ensuite on a X-Men le commencement. Bon, ok, lui il est un peu à part parce que c'est plutôt du côté du premier X-Men qu'il faut regarder, puisqu'il redémarre carrément en remettant en scène l'intro du premier film pour prolonger ce flashback et construire toute son histoire dessus. Notons néanmoins qu'ils ont amené le personnage d'Azazel, qui ressemble beaucoup à Diablo de X-Men 2, puisqu'ils ont une allure et des pouvoirs similaires et c'est normal dans les comics, c'est son père. Après ça on a X-Men Days of Future Past. Bon là c'est facile, ils ont ramené pas mal d'anciens X-Men avec Charles, Eric, Tornade ou encore Iceberg, et il y a même Malicia dans la version longue. Et à la toute fin, on nous ressuscite Jean et Cyclope pour effacer X-Men 3 et revenir à une situation proche de X-Men 2. Alors ça, si c'est pas une manière de redire haut et fort que X-Men 2 était la référence et que tout le monde avait envie d'y revenir. Et si je devais chercher la petite bête dans les comparaisons, je pourrais aussi mentionner que la scène où la mystique de Jennifer Lawrence s'infiltre dans des bureaux en prenant l'apparence du méchant Trask pour fouiller dans des dossiers en cherchant ses potes mutants, ça rappelle un peu celle de X-Men 2 où Mystique s'infiltre dans les bureaux de Stryker en prenant l'apparence de la méchante Lady Deathstrike. Dans les deux cas, Mystique est à deux doigts de se faire choper et dans les deux cas, il y a un homme de ménage. Coïncidence? Oui, probablement, mais moi ça me fait rire. Et je peux aller encore plus loin si vraiment vous insistez, parce que la scène où Quicksilver utilise ses pouvoirs dans Days of Future Past, je me suis amusé à la comparer à l'attaque de la Maison Blanche de X-Men 2, alors oui je sais, il y a une grosse différence dans les effets, dans l'approche de la mise en scène, mais au fond, est-ce que ça se ressemble pas un petit peu quand même? Dans les deux cas, on a un mutant qui se déplace extrêmement vite, Diablo se téléporte carrément, et Quicksilver est tellement rapide qu'il est quasiment invisible, donc pour le commun des mortels, c'est comme s'il se téléportait. Les deux mettent une raclée aux gardes dans une scène virevoltante où leurs adversaires n'ont aucune chance, et les scènes sont en fait assez complémentaires. Dans X-Men 2, on est du côté des gens normaux qui assistent à cette attaque incroyable. Dans X-Men Days of Future Past, on est au contraire du côté du mutant, donc on voit les choses selon son point de vue. De là à dire que c'était une sorte de mise en bouche et d'entraînement pour Bryan Singer qui a été au bout de l'idée avec Quicksilver, il n'y a qu'un pas, qu'on peut franchir assez facilement en voyant ces plans de X-Men 2 où le réalisateur filme l'action au ralenti avec des mouvements de caméra pour insister sur le mutant qui contrôle l'espace autour de ces pauvres humains sans défense, comme dans Days of Future Past, où il avait simplement plus d'argent et des moyens techniques. Après ça, on a X-Men Apocalypse. Bon bah là ils nous refont le coup de Jean Grey qui libère ses pouvoirs incroyables pour sauver la situation à la fin et teaser le chaos à venir comme dans X-Men 2, et ils nous remettent carrément le bunker de Stryker découvert dans X-Men 2. C'est là que les jeunes mutants de X-Men Apocalypse passent, et souvenez-vous, c'est là qu'il libère Wolverine pour s'échapper de ce décor d'Alkali Lake. Et en parlant de Stryker, le personnage incarné par Brian Cox dans X-Men 2 est revenu dans X-Men Origins Wolverine, X-Men le commencement, X-Men Days of Future Past et Apocalypse. Autrement dit, une fois qu'il a été présenté dans X-Men 2, il est en gros resté là dans la saga, même pour de simples apparitions. Après Apocalypse, il y a eu Dark Phoenix, et là c'est même pas drôle tellement c'est évident. C'est la preuve hallucinante que la franchise a bégayé après X-Men 2 puisque ce film adapte le même arc que X-Men 3, et je rappelle que les deux films sont sortis à seulement 13 ans d'intervalle, donc tout le monde s'en souvenait très bien. Et si vraiment vous voulez que j'aille plus loin, je peux mentionner les nouveaux mutants, et je pourrais vous dire qu'il y a un parallèle évident entre la scène du coming out symbolique de X-Men 2 et l'histoire d'amour lesbienne dans ce film dérivé sur des ados. On enlève la symbolique pour afficher clairement le sujet, mais là aussi je me dis que X-Men 2 a pavé la voie à ce niveau. Et le teasing de Mr. Sinister qu'on a mis dans les nouveaux mutants avec l'entreprise Essex, bah là aussi, je peux trouver un moyen tordu de vous relier ça à X-Men 2. Parce qu'à la fin de X-Men Apocalypse, on voit que le sang de Wolverine est récupéré par les hommes de Essex Corporation, et tout ça, c'est possible parce que Wolverine avait été capturé dans le bunker de X-Men 2. Alors oui, je sais, je commence à aller trop loin, mais je m'en fous. Je vous dis que X-Men 2 est vraiment vachement bien. Et d'ailleurs, Disney m'aide bien dans ma démarche puisqu'ils ont offert un nouvel argument récemment avec Avengers Doomsday, qui va ramener quelques vieux X-Men. On a Patrick Stewart qui était déjà là dans Doctor Strange 2, on a Kelsey Grammer qui revient en fauve comme dans la scène post-générique de The Marvels. Eux, ils étaient déjà venus faire un petit coucou dans le MCU. Mais on a également Ian McKellen, l'incontournable Magneto, et Rebecca Romijn, oui, ça se prononce comme ça, alias Mystique, elle aussi incontournable dans la saga X-Men. On retrouvera aussi James Marsden, alias Cyclope, qui pour rappel était tué au début de X-Men 3,
Et enfin, on a Alan Cumming qui incarne Diablo dans X-Men 2. Ça fait beaucoup de points communs avec X-Men 2, je trouve. Alors vous allez me dire que ça ressemble peut-être aussi pas mal à X-Men 3, sauf que dans ce film, pour rappel, Cyclope était tué au bout de 5 minutes, même si je sais, il réapparaît à la fin de Days of Future Past. Charles était atomisé avant de ressusciter plus tard, je le sais, et Eric perdait ses pouvoirs avant de les retrouver plus tard, oui je sais. Donc en fait, on peut franchement dire qu'ils ont l'air de reprendre les personnages à l'époque de X-Men 2, qui est l'âge d'or de la saga. En fait, il manque surtout Halle Berry, Famke Janssen et Anna Paquin, oui, ça se prononce comme ça, j'ai vérifié, mais qui sait, peut-être que ces personnages feront des apparitions surprises, ou peut-être qu'elles ont mieux à faire, on verra. Ah, et j'ai oublié de reparler de la très belle musique de John Ottman sur ce X-Men 2, et de trucs qui m'exaspèrent un peu avec Cyclope et Malicia, dont personne ne savait trop quoi faire de toute évidence, vu leur place dans le scénario et surtout l'utilisation décevante de leur pouvoir. Parce que bien sûr que ce film a aussi des faiblesses. Mais quand je le revois quasiment 20 ans après, je me dis surtout qu'il a servi de feuille de route à un paquet de films de super-héros qu'on a vus ou subis depuis. Et je peux vous dire que ça m'arrive 1 à 3 fois par an de me retrouver face à une daube super-héroïque, en me disant que si le studio ou les producteurs avaient revu X-Men 2 en essayant de vraiment en comprendre la réussite, on n'en serait peut-être pas là. Dans la série Ouin Ouin c'était mieux avant, il y a une autre suite que je trouve meilleure que l'original, c'est Indiana Jones et le Temple Maudit, que je défends corps et âme dans cette vidéo parce que oui, c'est mon préféré, désolé, et c'est comme ça. Et en attendant que je vienne un jour vous expliquer pourquoi j'aime tellement Hannibal réalisé par Ridley Scott que je peux les défendre sans problème face au Silence des Agneaux, je vous dis à bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout.